Glace, verre, carreau, cristal, vous l'appelez comme vous voulez, mais aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous parler de verres de montre. Et pour ça, on a été rencontrer Cécilie qui travaille sur les verres de montre, soit sous le nom le verre de montre ou la manufacture de verres horlogers. Vous allez voir, la technique est magnifique. Les petits détails, les outils qu'on utilise sont aussi très jolis. Voilà, aujourd'hui, on vous parle d'un oublié de l'horlogerie qui est le verre de montre. Et c'est maintenant, c'est tout de suite. Quand on repart sur les débuts de l'horlogerie mécanique, alors on ne va pas non plus revenir au XIIIe siècle avec les horloges monumentales, le verre n'avait absolument aucun sens, mais si on part sur les premières horloges de table qu'on voit au XVe et au XVIe siècle, il n'y avait pas forcément de verre, vous savez, on a la petite horloge de table qui ressemble à un cylindre, un petit tambour avec une mono-aiguille, il n'y a rien, la poussière, l'eau peut rentrer, il n'y a pas de problème, tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est évidemment le verre, la glace ou le carreau. Au XVIe siècle déjà, on commence à voir apparaître la pose d'une glace pour protéger le cadran de la montre de toute agression extérieure. Et pour ça, on a beaucoup d'éléments en tête. Vous savez, ces montres plutôt de forme ovale, ces montres en forme de croix chrétienne, avec un verre qui était réalisé en cristal de roche. Alors c'est bien beau le cristal de roche, c'est tiré du quartz, mais selon les inclusions qu'il peut avoir dans le verre, ça peut être gênant pour la lecture de l'heure. Donc la grande innovation du verre de montre, finalement, ça va être l'utilisation de verre soufflé. Vous savez, le verre soufflé, on prend sa canne, on prend le verre à très haute température et on vient comme ça souffler à l'intérieur du verre et ça fait non pas des chocs à pic, mais du verre soufflé. Donc voilà, au début, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, on va avoir plutôt des verres très sphériques, très bombés parce qu'on part d'une boule de verre qu'on va souffler. Donc c'est pour ça que sur les montres oignons que l'on connaît 17e avec vraiment ce fond de boîte très bombé, aussi avoir un verre très bombé parce qu'il est directement découpé sur une sphère. Et en fait, très simplement, et ça vous allez le comprendre, plus on va avancer dans le temps, plus on va avancer dans les innovations horlogères, plus la montre va s'affiner. On pense évidemment à la fin du 18e à ces fameux calibres Lépine, grâce à Jean-Antoine Lépine, qui va venir apporter finalement le balancier dans la montre sur la même hauteur que les autres éléments, les autres organes de la montre. C'est pour ça qu'on voit le balancier avant sur les montres avec des coques repercées était sur le dessus de la montre. Et là, il va venir dans le cœur de la montre. Donc forcément, la montre va venir se désépaissir. Et donc, avec ce désépaississement, on va aussi avoir envie d'avoir des verres plus fins. C'est ce qui va amener à l'apparition, à la fin du 18e, des verres dits chambrés. On va venir souffler de la même manière, mais avec une rotation rapide et un peu différente. On va venir légèrement aplanir le verre, le rendre plus fin. Et ça, c'est une jolie innovation. Juste après, et dans cette optique, vous voyez le jeu de mots, d'aller sur des verres plus petits en épaisseur, va y avoir un travail formidable qui va être réalisé d'une part par Abraham-Louis Breguet qu'on connaît et d'autre part par Pierre Royer qui était un maître verrier à Paris. L'idée d'une nouvelle innovation pour la forme du verre, une nouvelle technique pour rendre les verres moins épais. Donc pour avoir un verre chevet, en fait, on va venir relever les bords et avoir une surface plus plane. Pour ce faire, une fois l'ébauche de verre découpée, donc on continue à souffler à la canne cette boule de verre, et une fois qu'on découpe quelque chose de très sphérique, on va venir le poser sur une surface un peu moins sphérique, un moule en fait concave, et en le remettant au four, on va permettre d'avoir, de récupérer de la hauteur et d'avoir un peu finalement l'épaisseur que l'on souhaite pour ce verre qui sera donc un verre chevet. La suite, vous la connaissez parce que finalement, elle accompagne encore une fois l'histoire de l'horlogerie avec au 19e siècle les débuts de l'industrialisation horlogère. Il va falloir fabriquer de plus en plus de verres, réduire les coûts et être de plus en plus efficace. Donc finalement, ces boules de verre deviennent de plus en plus grosses. Comme ça, on peut découper dedans plein de petits verres et avoir des coûts, des gains d'échelle importants. Je ne vais pas tout vous détailler. Évidemment, il y aura de plus en plus d'innovations, des petites innovations par-ci, des petites innovations par-là pour, encore une fois, arriver à fabriquer plus de verres dans un temps plus court et des verres qui sont plus résistants, résistent plus à la casse, etc., etc. Ça, c'était la petite histoire du verre minéral. Vous savez qu'il y a d'autres types de verres en horlogerie, le verre saphir et le verre plexiglas. Le plexiglas, lui, va se développer en horlogerie entre l'entre-deux-guerres, même si on va d'abord utiliser encore davantage de verres minéraux, mais on va plutôt distinguer voilà, le verre plexiglas pour la montre de sport. Alors, il est moins résistant que le verre plexiglas si on prend l'échelle de Mohs par exemple. Le plexiglas est tout en bas et le minéral est entre les deux, le saphir
est très très haut, mais il va apporter un côté plus sport, on peut facilement gommer les rayures, il est très facilement interchangeable, je vous passe tous ces détails, et on va plutôt réserver les verres minéraux pour les montres un peu plus habillées, la brillance est différente et le bombage peut être aussi très différent, il y a beaucoup plus de formes possibles et donc en ça le minéral et le plexiglas vont un peu se partager le spectre de l'horlogerie ainsi. L'innovation sur le verre saphir elle va arriver au début du XXe siècle avec Auguste Victor Louis Verneuil en 1902 très exactement. On va venir créer en fait des gouttes de matière qui vont former une carotte, un gros bloc de saphir synthétique et qu'on va venir ensuite découper et polir, etc. Rendre joli avec des jolies finitions. C'est beaucoup plus résistant que le reste. En revanche, c'est plutôt un procédé complexe, c'est cher à fabriquer, donc vous vous rendez compte aussi, c'est cher à changer. Et le saphir en horlogerie, il va véritablement se développer plus tard. On pense évidemment à la Rolex King Midas en 1962 qui utilise déjà un verre saphir sur les premières références 96-30 et ensuite il va vraiment se développer dans les années 80 et dans les années 90. C'est aussi avec l'univers horloger qui devient plus luxe avec les groupes qui fusionnent, le Swatch Group, le groupe Richemont, etc. Ou le Vendôme Luxury Group. On va avoir quelque chose de plus luxueux et donc c'est vrai que le saphir fait un peu plus luxueux parce qu'il est incassable, inrayable. Vous voyez un peu le discours marketing derrière. Donc encore une fois, aujourd'hui, vous avez dans la nature le verre plexiglas, le verre minéral et le verre saphir. Et en fonction du résultat que vous voulez pour votre montre, ou historiquement ce qu'il y avait pour votre montre, vous allez faire appel à l'un de ces verres. Je pense par exemple à un exemple très clair que Cécilie, que je vous présenterai après, va vous détailler avec des montres de Théo Offray par exemple, où il ne voulait pas qu'il y ait une forme de petite distorsion sur la périphérie du cadran à cause du verre saphir. Il a décidé de passer sur un verre minéral où il pouvait davantage travailler le verre selon les formes qui lui plaisaient et selon la brillance qu'il souhaitait à la fin. Donc là par exemple, c'est typiquement l'illustration d'un besoin et donc d'un choix de verre particulier. Ça, c'était pour vous faire une petite théorie sur le verre. Et je vous rappelle encore une fois, aujourd'hui, le verre, on en parle de moins en moins. Heureusement, grâce à des artisans fort sympathiques, on retrouve un attrait pour cette partie de la montre qui est cruciale, extrêmement importante, qui met en avant le visage de la montre et même qui est son cadran et même son boîtier autour. Donc en fait, le verre est d'une importance primordiale. Donc, quoi de mieux que d'illustrer ce propos par un exemple très précis? C'est tout de suite en direct de la manufacture du verre horloger. Suivez-moi. On a le plaisir immense de vous retrouver avec Cécilie, et d'ailleurs merci Cécilie de nous laisser accéder à ton magnifique atelier, qui a créé il y a peu la manufacture du verre horloger. Ça va, je prononce pas trop mal. Très bien. Et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu la genèse de ce projet, à quel moment aujourd'hui, en 2021, on se dit, bon voilà, j'ai envie de fabriquer des verres de montre. Donc comment un peu tu as pu avoir la genèse, enfin comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que tu as été aidé, etc. Et surtout, ça intéresse beaucoup les gens aujourd'hui pour qui tu travailles. Et donc ça, c'est une question aussi qui me taraude, comme on dit. D'accord, ça marche. Il s'agit plutôt d'un concours de circonstances en fait, une surprise de la vie, parce qu'effectivement on ne se dit pas un matin je vais fabriquer des verres pour les montres, parce qu'en fait il n'y a pas l'école pour ça, il n'y a pas... L'apprentissage se fait dans un atelier existant, et en fait il existait des ateliers sur Paris, historiquement dans le quartier historique de l'horlogerie, donc dans le Marais. Et en fait, j'ai eu l'immense chance de pouvoir rencontrer la personne de l'atelier knitting qui, du coup, a décidé de prendre sa retraite. Et on s'est rencontrés au beau moment, en fait. Au moment où lui a décidé d'arrêter, où il fallait reprendre ce métier qui n'existe nulle part, en fait. Et donc, j'ai pu, à ce moment-là, pouvoir... récupérer le fond de cet atelier et le savoir-faire, le plus important. Donc on s'est rencontrés, le courant est vraiment bien passé à ce moment-là et on a décidé de continuer l'aventure ensemble et Monsieur Knitting m'a accompagnée dans ma formation pour que je puisse enfin être autonome et reprendre le flambeau. Cet atelier, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc cet atelier, historiquement un des ateliers de verre, a été fondé en 1947, juste après-guerre, par George Knitting, qui a
compilé de savoir-faire français et les techniques qu'il a pu apprendre aux États-Unis, parce qu'il a travaillé pour la France là-bas pendant la guerre. Et donc il est revenu en France, compilé les techniques, mis en place le travail au niveau des moules, etc. et a fondé son atelier en plein cœur du Marais. Cet atelier qui a plus de 75 ans en fait, et dont le savoir-faire s'est transmis de génération en génération, et puis je suis enfin arrivée en 2021. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as encore besoin, tu as besoin de tuyaux, alors c'est sûr qu'à force de faire des verres tous les jours, tu te fais la main, tu gagnes en expérience, tu gagnes en expertise, mais j'imagine que quand tu as des petits détails, des petites choses où il y a encore des choses à apprendre, tu peux encore faire appel à ce formateur, un peu ton tuteur ou ton mentor, si je puis te dire. On peut dire mentor. En général, très pompeusement, on va dire maître verrier, mais je crois qu'il préfère qu'on utilise le mot mentor, ou pas du tout en vrai. C'est mieux pour la transmission, c'est plus joli. Mais oui, et c'est en ça que je dis que c'est une surprise de la vie, parce que comme je l'ai dit, en fait, le contact est tellement bien passé qu'effectivement, une fois la formation terminée, c'est-à-dire que maintenant, le geste, je le connais, et à part l'entraînement et reprendre le geste pour que ça devienne pratiquement automatique, que ce savoir-faire soit devenu un peu instinctif. Effectivement, il y a toujours des petites astuces dont on a besoin, et comme on est vraiment très proche, quand je suis un peu embêtée ou que je peine sur quelque chose, oui, je peux tout à fait le contacter et on en discute. Mais en général, d'ailleurs, quand on se rappelle, c'est pas du tout le premier sujet qu'on aborde. Non. Beaucoup de choses. Voilà, c'est vraiment devenu quelqu'un d'important. Dans la famille, il fait partie de la famille, quoi. Oui, c'est ça. Génial. Donc ça, c'est aussi ça qui est vraiment beau dans cette... La transmission n'a pas été uniquement sur le savoir-faire. Voilà, donc ça, c'est très agréable. Et ce qui est bien, c'est que ça évite aussi qu'il y ait des savoir-faire qui disparaissent, parce qu'on sait que des gens ont besoin du verre de montre. Moi, je crois que quand vous avez créé, quand tu as créé la manufacture du verre horloger, c'était les tout débuts où tu commençais à travailler avec un horloger indépendant qu'on connaît bien, qui s'appelle Théo Offray, qui est un horloger de talent. Et je sais que il n'aimait pas la façon dont un verre saphir pouvait apporter de la distorsion, surtout au niveau de la minuterie. Donc il se dirigeait plutôt vers un verre minéral, et c'est là qu'il y a eu l'expertise manufacture du verre horloger. Et je sais que vous travaillez pour beaucoup d'autres noms. Oui. Alors effectivement, comme on travaille sur ce matériau spécifique qui est le verre minéral, et avec les techniques qu'on peut apporter au niveau du bombage ou du façonnage dans la matière directement, on a effectivement... on peut le dire comme ça, mais une technologie différente du verre saphir ou du plexi. De par la matière, on aura certaines limites, et en même temps, on aura certaines facilités. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Théo Offray, en fait. Sur les tests qu'il a pu faire sur sa montre, partant au départ sur un verre saphir, il s'est rendu compte que le façonnage, la fabrication du verre crée effectivement, c'est ce que tu as dit, une distorsion visuelle sur le bord extérieur. Donc on travaille sur ce qu'on appelle un verre chevet. Donc c'est un verre qui sera légèrement bombé sur l'extérieur et plutôt à tendance plate sur le dessus, mais qui créera un dégagement afin de laisser passer l'aiguillage dessous. Et lui, il avait besoin de ça, un dégagement assez haut, puisqu'on a travaillé sur sa montre Le Tourbillon à Paris. Et du coup, son passage d'aiguille est vraiment très proche de la carrure. Et là-dessus, effectivement, seulement le verre minéral et la technique de bombage permettaient ce dégagement haut, cette ligne assez douce et du coup ce fini élégant, et en même temps supprimait complètement cette distorsion visuelle qu'on pouvait avoir selon un certain angle sur le chemin de fer extérieur. Ok, vous travaillez pour qui d'autre par exemple, si c'est pas indiscret bien évidemment? Non, c'est pas indiscret. En fait, effectivement, travaillant sur des modèles plutôt vintage, évidemment, je refais des verres pour les montres qui circulent. Donc on aura des collectionneurs particuliers, on aura des marchands, des boutiques. Je sais que historiquement, et du coup, comme le savoir-faire est toujours là, la qualité est toujours là, on travaille toujours avec Charlie. Antoine de Bacedo aussi nous a réaccordé sa confiance, mais comme le résultat est là, il n'y a pas de... Enfin,
tout se passe bien. Et après, on va travailler sur des créations de prototypes, sur des petites séries selon. Donc pour Théo Fray, c'était ça, c'était retravailler un prototype initial pour ensuite créer une série. C'est le cas avec Semper-Aduc, pour lequel je travaille aussi sur... on a fait un prototype de base et là on a une petite série. Là on est sur un verre totalement différent, où on est sur un façonnage dans la matière. Et ensuite, c'est vrai que des étudiants d'école d'horlogerie nous contactent pour pouvoir travailler sur leur prototype de fin d'études. Génial, ok. Et alors, on va pas forcément en parler parce qu'il y a plein de petits secrets que j'aime beaucoup, mais je sais que vous travaillez pour des grands noms de grandes manufactures horlogères suisses qui ont des magnifiques ateliers de restauration, Tout à fait. qui travaillent pour des pièces un peu exceptionnelles. Et quand il y a besoin d'avoir un verre minéral, je sais qu'ils font appel à toi et ça, c'est quand même... Oui, finalement, c'est ça, c'est la tradition horlogère qui se perpétue et qui du coup, est remis à l'honneur dans ces situations-là. Et ça, oui, on peut dire que ça, c'est un succès. Magnifique, c'est tout ce qu'on veut. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite surtout. Merci. Et vous le savez, il n'y a rien de mieux que la pratique, les mains et les yeux, c'est-à-dire faire un verre de montre en direct pour comprendre ce que c'est la technique du verre de montre. Donc, on va commencer avec quoi, Cécilie? Eh bien, je vais vous montrer comment on fait un verre pour une Cartier Must. Magnifique, c'est parti. Je ne sais pas le faire, mais elle sait très bien le faire. Donc la première étape, c'est de couper le verre. Moi, je travaille à partir de feuilles de verre de différentes épaisseurs. Super. Pour le verre de tank, c'est une épaisseur de 0,9 mm. Ok. Voilà. Pour couper, j'utilise un diamant, que ce soit à main levée, en m'appuyant sur un réglet, ou que ce soit au massicot, qui du coup, lui aussi, aura une pointe diamant. Du coup, on a vu comment on faisait le verre minéral d'une Cartier Tank Must. Mais j'imagine que, déjà d'une part, même pour faire un verre minéral d'une Tank Must, il y a d'autres techniques. Et j'imagine qu'aussi, il y a différents types de verres par rapport à la réfraction de la lumière ou ce genre de choses. Oui, effectivement, il y a d'autres types de verres. Enfin, là, le bombage, on en a sur énormément de formes de verres, de marques différentes. L'exemple le plus parlant, c'est le verre Genève. C'est le verre qu'on retrouve sur la montre étrier de Gégère-Lecoutre. Et donc là, moi j'ai deux techniques là-dessus. Effectivement, je vais travailler soit directement dans la matière et je vais creuser. Je vais la creuser. Donc c'est un verre qui est donc concave dessous et plat dessus. Et soit on creuse dans la matière, soit effectivement on va travailler sur un verre très épais qu'on aura bombé et qu'on va du coup resurfacer. Et le résultat, globalement, une fois sur la montre, le résultat est parfait et pratiquement indifférenciable, mais sur la technique et sur le détail, il y a une légère différence aussi. Voilà. Du coup, c'est ce que je vous disais en fait, sur cette ébauche-là, qui est l'ébauche que j'utilise systématiquement pour faire le verre étrié, donc qui a une épaisseur de 1,3 mm, je vais creuser le dessous, qui sera ensuite repoli, et après je vais l'ajuster pour qu'elle puisse rentrer parfaitement dans la carrure. C'est aussi un verre qui aura une finition avec un biseau élégant. Mais c'est ce que je vous disais également, là je vais travailler sur un verre que j'aurai bombé et que je vais resurfacer. On est sur quelque chose de beaucoup plus épais et qui aura un dégagement intérieur plus prononcé. Donc là, typiquement, on a un avant-après, un resurfaçage pour un verre Genève. Donc avant, le verre qui a été bombé et le verre ensuite qui a été resurfacé. Bien sûr, il y aura les étapes derrière d'ajustage et de finition avec le biseau et le polissage. Et effectivement, sur tous les verres où on travaille dans la matière, donc il y a le verre Genève, mais il y aura aussi le verre optique, donc le verre optique plat dessous, convexe dessus. Et là, on travaille l'usinage dans la matière. Et c'est un verre qui aura cet effet légèrement loupe lorsqu'on le rapprochera du cadran. Donc on va bomber le verre de cette Cartier Tank Must. C'est ça, voilà. Donc on utilise un moule à une taille spécifique, donc on aura coupé les ébauches précédemment. D'accord. Là, ce qu'on espère avoir, c'est un bombage central sur le verre. Très légèrement bombé, parce que voilà, c'est le modèle qui est comme ça. Donc la flamme va arriver sur le verre, va le chauffer et le ramollir. D'accord. On n'a pas besoin d'avoir un verre qui entre en fusion. Donc cette fameuse pâte de verre toute molle et toute rouge, c'est pas chez nous. Et ben très bien, bonbon. Bonbon. Ah, ça marche bien, bonbon. Et donc là, Cécilie, après l'étape de recuisson, on va venir ajuster, enfin tu vas venir, parce que je ne fais pas grand-chose évidemment, tu vas venir ajuster les bords du verre pour que ce soit vraiment
pile calibré pour le boîtier, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc on va venir ajuster les bords. On utilisera des meules et on viendra ajuster le verre sur celle-ci. Donc évidemment, il faut qu'elle soit en route, hein, sinon ça ne meule pas. C'est toujours mieux. Meule en pierre, c'est ça tu me disais? C'est ça, meules en pierre. Meules en pierre spécifiques. Elles sont constamment humidifiées pour éviter la chauffe de la pierre et du verre et éviter les poussières. D'accord, très bien. Et du coup, j'imagine que oui, en fait, tu vas petit à petit et après, tu essaies de faire correspondre par rapport au boîtier. C'est ça. J'y vais petit à petit et c'est l'intelligence du geste. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu automatique, en fait. C'est beau ce que tu dis. Maintenant que j'ai le bon verre, je vais faire le biseau pour la finition. Une fois que tout sera fini, je passerai à une des dernières étapes qui est le polissage et lustrage. C'est terminé. Je vais passer au polissage. Et donc en fait, une fois que tu es venu ajuster ton verre, c'est-à-dire vraiment le calibrer parfaitement pour qu'il rentre dans ton boîtier, va venir l'étape de polissage, c'est ça? C'est ça. C'est la dernière étape, le polissage. En fait, on vient retirer le dépoli, rendre le verre brillant à nouveau. D'accord. Donc là, effectivement, on peut se dire, mais le verre, il est déjà transparent, quel est l'intérêt, sachant que pour les verres de tank, on rentre parfaitement dans le drageoir. Oui, mais du coup, il y a les finitions. Et la différence, elle est là. Donc on va repolir tout ce qui est biseau, chanfrein pour justement, effectivement, donner un effet un peu plus doux et éviter les accroches qu'il pourrait y avoir, on ne sait jamais, toujours à la dernière minute. Et ensuite, effectivement, cette finition du biseau, ce rendu parfait et brillant qu'on veut avoir sur une belle montre. Oui, en gros, c'est pour apporter aussi de la qualité de finition au travail, quoi. Exactement. Magnifique. Donc d'abord polissage. Vraiment là, on arrive sur le dégrossi, on retire tout le dépoli. Et on a de nouveau un verre transparent. Et le lustrage, où là, on apporte une vraie finition de brillance. C'est comme dans les bagnoles, quoi. Exactement. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, une fois que tu l'as ajusté et même possiblement déjà lustré et poli, tu vas voir si ça tient donc sur le drageoir du boîtier, c'est-à-dire cette petite sécurité pour retenir le verre, on va dire, pour venir poser le verre et pour voir s'il est aux bonnes dimensions, c'est ça? Oui. En général, on est sûr de cette étape-là une fois qu'on a terminé l'ajustage, puisqu'effectivement, le polissage, lustrage, c'est la finition pour redonner du brillant, de l'éclat au verre. Mais oui, une fois que je le repositionne pour que ça montre et retrouver son verre, chaussure à son pied, quoi. Et tu me disais, et ça c'est un fait intéressant, que là en l'occurrence on a une tank, mais chez Cartier, donc là on vient positionner le verre par le haut sur donc le drageoir et après on vient le coller d'une certaine façon. Mais il arrive par exemple sur la baignoire de Cartier qu'il y ait des étapes supplémentaires pour le verre et qu'en plus le verre on le mette par le dessous, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ça sera un ajustage très différent. Pour la Cartier, on a un bombage spécifique ovale un peu allongé. Et en fait, beaucoup de montres chez Cartier avant avaient ce qu'on appelle un ajustage intérieur. Donc le verre était, on peut dire, serti par le boîtier. Il reposait légèrement sur le cadran, il venait être maintenu par le dessus par le boîtier. D'accord. Et si on ouvre la montre et si on regarde, on peut voir qu'il y a effectivement une sorte de drageoir à l'intérieur, plus une marque à l'intérieur pour que le verre se positionne parfaitement au bon endroit. Évidemment, on va quand même utiliser un processus de colle pour pouvoir venir faire une sorte de joint à la poussière. D'accord. Mais l'ajustage intérieur est vraiment un travail très différent sur le verre puisque on n'a pas juste cet ajustage de taille et cette finition de biseau. On aura en plus ce qu'on appelle le cabochonnage. Sur le verre, c'est-à-dire que comme le verre doit passer à l'intérieur, il faut que la forme du verre soit affinée sur les côtés pour qu'on puisse avoir la place pour tout le monde, c'est-à-dire le boîtier extérieur, le mouvement, le cadran, le verre et par-dessus donc la fin de la lunette. Et une fois que tout est revissé, il faut que tout tienne parfaitement sans être écrasé, sans faire des marques spécifiques et évidemment sans casser le verre. Donc ce travail-là est vraiment plus minutieux, plus important. Et en même temps, le cabochonnage, ça donne vraiment un fini très différent sur le verre. Quelque chose de très doux, très lumineux. Voilà, le reflet, la lumière ne viendra pas se poser de la même manière. Okay, donc en fait, tu viens désépaissir les bords, c'est le cabochonnage du verre,
grâce à la meuleuse qu'on vient de voir. Tout à fait. Encore une... simplement, pas du tout. Non, pas du tout. Je sais bien, mais avec une technique particulière, c'est sûr. Oui, c'est une technique particulière. Et encore là, c'est un geste, tout est fait à la main. Et effectivement, on va travailler l'usure du verre sur la pierre. Donc, on va voir comment ça se passe par rapport au placement de l'eau sur la pierre au moment où le verre touche la pierre. Et une fois qu'on retire le verre, on le voit, hein, comme la pierre retire de la matière, on voit la partie dépolie du verre et on voit le placement du cabochonnage. La partie polissage est aussi plus importante parce que vraiment il faut effacer, rendre quelque part invisible toutes ces traces de meule sur le verre et donc la partie polissage sera plus importante, plus longue, plus délicate. D'accord. Et d'œil d'experte, tu dis quand même que de manière générale, ce sont les quartiers, les verres de montre quartier qui demandent plus de finition. Sur le cabochonnage, oui, on aura majoritairement une finition Cartier et comme Cartier a eu une production assez importante de modèles très différents, de déclinaisons dans ses propres modèles, c'est aussi ceux en termes de vintage qui reviennent le plus. Et effectivement, le cabochonnage est presque une marque de fabrique chez Cartier. Et tu me disais par exemple que un des verres les plus compliqués à faire pour la Cartier, c'était le verre de la crache, par exemple. Exactement. Et comment il fonctionne un peu ce verre? Parce que j'imagine qu'il regroupe un peu toutes les techniques et tous les Il regroupe effectivement toutes les techniques. Et pareil, on aura eu des modèles qui auront un ajustage intérieur et des modèles qui auraient eu un ajustage extérieur. C'est déjà le cas pour les baignoires récentes où l'ajustage maintenant est extérieur, se fait par le dessus. Le verre de la crache, il est extrêmement complexe parce que donc déjà la forme de l'ébauche est très curieuse, très alambiquée, et le bombage demande 2 étapes. C'est assez rare que pour certains verres, on ait le verre qui soit touché une première fois par la flamme pour donc prendre une forme spécifique dans le moule. Et là, il faut le faire une deuxième fois pour avoir la forme du bombé qui a une espèce de vague en fait dans le voilà. Et donc comme je l'avais expliqué tout à l'heure, on a première étape de découpe de l'ébauche, position dans le moule, la flamme qui vient donner la forme, une première recuisson pour redonner la tension au verre et sa dureté. Et donc pour la crache, il faut faire un deuxième passage sous la flamme et donc une deuxième recuisson également. Et donc du coup le processus est plus long. Voilà. Et malgré tout, quand un verre a été chauffé, recuit, on n'est pas à l'abri, d'une casse en fait. Qu'à la toute fin, ça recasse et tu dois tout recommencer. Voilà. Mais les étapes sont toujours comme ça, c'est-à-dire que à la découpe, tu peux avoir des casses, au bombage, tu peux avoir des casses, à l'usinage, tu peux avoir à un moment donné un geste pas fait comme un autre ou du coup ton ébauche, tu penses qu'elle est parfaite et que ça va aller très vite. Pas du tout. À ce moment-là, ça peut mal se passer. Pareil, le polissage est une étape plus sensible pour les doigts. Oui, en effet. Et l'accroche du verre est très différente. Je n'ai pas d'appui sur le polissage comme je peux en avoir sur la meule. Et donc le verre peut m'échapper des mains. Et là, il faut recommencer alors qu'on en était à la dernière étape. Ça arrive. C'est la beauté de l'artisanat. C'est ça, c'est ça. Normalement, on apprend de ses erreurs, mais parfois, on reglisse un petit peu. Un jour, pas fait comme un autre. C'est pas grave. C'est ça. Tout va bien. J'espère que cette nouvelle vidéo sur le verre de montre, elle vous aura plu. Comme je vous le disais, le verre mérite davantage d'attention. C'est un artisanat qui a failli se perdre et heureusement, grâce à des personnes comme Cécilie, on voit son grand retour et surtout des qualités et des finitions qui sont superbes. J'ai encore 2 choses à vous dire. La première, c'est que si vous êtes un particulier ou même un professionnel et que vous cherchez à travailler justement un verre en particulier, un verre minéral, n'hésitez pas à contacter Cécilie, soit par Instagram avec le compte Le Verre de Montre, ça s'appelle la manufacture du verre horloger, ou par mail à leverredemontre@gmail.com pour toutes vos demandes, même pour les particuliers qui veulent faire réparer des montres, c'est toujours très utile, elle vous donnera la marche à suivre. Le deuxième point, et ça c'est très important, c'est qu'elle aimerait beaucoup écrire un livre à propos de l'histoire du verre de montre et de quelques techniques particulières. Et pour ça, on en fait appel à vos savoirs, à vos ressources si jamais l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous possède des ressources, des exemples, des moules, des choses qui pourraient bien agrémenter l'écriture d'un livre sur l'histoire du verre de montre. Ce sera toujours le bienvenu, n'hésitez pas à leur écrire, ça leur fera au passage très plaisir. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que au-delà des nouveautés qu'on vous présente, vraiment la spécialité,
signé Les Rabilleurs. C'est vraiment l'histoire des marques, l'histoire des montres, l'histoire des collections, mais aussi la technique, que ce soit la technique vraiment mécanique horlogère ou même la technique qui se rapporte à la fabrication d'une montre, comme c'est le cas aujourd'hui avec le verre de montre. On vous fait confiance, on vous aime comme d'habitude et on vous dit à très bientôt. Merci.